Salut tout le monde, ici Maps, bienvenue au podcast, au balado Qu'est-ce que tu dis? Un endroit où on parle de nos lectures tout simplement. Alors, pour la dernière de l'année 2024, je vous présente les panélistes qui sont avec moi en ce 12 décembre. Donc, on a Daphné de Signer Daphné qui est là. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Est-ce que tu es déjà dans l'esprit des fêtes? Ah oui, tout à fait. Tu as lu combien de lectures de Noël? Une seule. Mais j'ai Une regardé seule? quelques films. D'accord. Combien? Au moins 3, 4. 3, 4. OK, on est plus dans le film de Noël, Ouais, parfait. ouais, ouais. Très contente que tu sois là ce soir. Moi aussi. On a Sylvain Desmentiers qui est avec nous aussi ce soir. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Puis Bonsoir. toi, la féerie des fêtes, Noël, des livres de Noël, d'horreur à ton actif? Moi, j'ai une décoration de Noël chez moi, puis j'oublie tout le temps de la sortir. Enfin, je ne l'ai pas sortie encore, mais j'ai sélectionné ma lecture pour le temps des fêtes. C'est de ça dont je vais vous parler tout à l'heure. Très intéressant, merci. On a aussi José qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Salut! Puis toi, José, le temps des fêtes, des lectures de Noël? J'en ai une à mon actif, puis j'en garde quelques-unes pour les vacances. OK, quand même. On va se lancer dans des petites lectures cheesy le fun. Je sais pas si je vais être capable de prolonger la liste, mais en tout cas, je vais au moins en lire un de plus. Parfait, parfait. Et avec nous, une nouvelle personne que vous connaissez peut-être parce qu'elle était feu sur BookTube. Alors, elle est mieux connue sur le nom de Karine la bouquineuse. Bonsoir, Karine. Allô? Puis toi, lecture de Noël? Pas tant encore. J'en ai une qui m'attend très, très patiemment, là. Que je sais pas quand je vais lire, mais j'ai l'intention d'en lire bientôt. C'est plus les films de ce temps-là. Quand j'étais chez mon ami à Montréal pour le salon du livre, on se faisait le matin le petit déjeuner, genre des crêpes et des trucs comme ça, avec un bon film de Noël qui était le paradis. Le paradis. Bonheur. Et excellent. Puis, ben, posez-moi pas la question, j'en lirai pas, puis j'en ai pas lu. Donc, T'as lu ceux de ton fils. Ton fils a des films, a des livres de Noël et tu les as lus avec lui. Ça compte. Ouais, mais ça, on s'en doutait, t'es notre Grinch national. c'est ça. Tout va c'est bien, ça. tout va bien quand ça n'aime pas le temps des fêtes. La Terre tourne très bien. Alors, bonjour à tout le monde qui est avec nous en direct. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous puis à intervenir si vous avez des choses à dire. Petit rappel que tous les titres mentionnés vont être ajoutés à la barre d'informations sur le lien de YouTube à la fin de l'émission. Et aussi, si vous cherchez à trouver ces belles petites personnes, les comptes Instagram ou YouTube, c'est aussi en barre d'informations. Donc, on commence ça tout de suite. Si vous connaissez la formule, on continue comme on a toujours fait. On fait un premier tour pour savoir qu'est-ce que vous lisez. Alors, Daphné, tu es juste à côté de moi, là. Ah ouais, je me lance avec toi. Dis-moi, Daphné, Hey, alors, qu'est-ce que tu lis? en fait, je l'ai terminé. Est-ce que j'ai le droit de parler d'une chose que je suis en train de lire puis une chose que j'ai terminée? Okay. Ben, ce que je lis en ce moment même, je suis rendue à la moitié de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, de Heather Fawcett. Et ça se passe vraiment très, 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 très bien. J'aime beaucoup pour l'instant. On est dans un pays inventé au début du 20e siècle, dans une espèce de timeline qui est aussi différente de la nôtre parce que dans cette timeline-là ou dans cet univers-là, il existe une science des fées. Donc, on a Emily Wilde qui est une professeure émérite, là, diplômée en sciences des fées, c'est un nom, je ne me rappelle plus. Puis elle s'en va dans un pays inventé, le Yusland, pour aller étudier un type de fée pour compléter son encyclopédie. Et c'est un endroit où il y a de la neige, fait qu'on est en plein dedans pour le vibe là, en ce moment du mois de décembre. Puis elle a un collègue, ami / rival, Wendell Bumblebee, qui va la suivre pour aller faire l'étude avec elle. Puis c'est ça. Leur relation, c'est comme une relation d'amour-haine parce que elle travaille très fort, puis lui, il est plus hop la vie, très charmant. Puis, mais il y a comme quelque chose de mystérieux à propos de lui qu'on découvre aussi au fil des pages. Leur relation est super intéressante. Fait qu'à date, ça se passe super bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Fait que c'est ce que je suis en train de lire. Par contre, mais là, je vois Karine faire oui. Là, fait qu'est-ce que tu as lu, Karine? J'ai lu le premier puis le deuxième.
Ben, Ok. les deux sont sortis, en fait. Là. J'ai Tu les as. vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Ah, ça, justement. Puis c'est Avec- quoi, on dirait que j'ai comme de la misère à situer. Est-ce que c'est comme la quête, l'élément principal de ce livre-là? Est-ce que... Ben, en fait, oui, là, il arrive quelque chose, mais je ne veux pas le dévoiler. Il se passe, tu sais, ils sont dans un petit village dans le nord, là, près du pôle, là, je dirais, genre Finlande. Là. Puis, elle va là pour étudier les fées de cet endroit-là, puis il se passe quelque chose au village. Puis là, elle et Wendell doivent essayer d'aider les gens. Je vais pas en dire bien plus, mais c'est un peu fantastique. Mais très, très, très léger dans le fantasy. Puis, c'est ça, c'est assez cosy aussi. Je sais pas, c'est une bonne petite vibe. J'aime bien ça. Pour vrai, ça se lit très, 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 très bien. Je l'écoute en audio. Puis, bonne narration. Pour vrai, c'est très, très, très agréable. Excellent. Ouais. Puis là, ce dont je voulais vous parler, que j'ai terminé, ça a aussi été une très, très bonne lecture. Là, on dirait que je suis une nouvelle Daphné, OK? Je ne suis pas la Daphné d'habitude. J'ai lu une romance. Et j'ai donné quasiment 5 étoiles. 4,5 étoiles. C'était The Paradise Problem de Christina Lauren. Christina Lauren, c'est un duo d'autrices que j'aime pas mal. J'en ai lu plusieurs des romans d'elle. Puis en général, ce sont de ces autrices qui écrivent de la romance qui, pour moi, fonctionnent bien. Donc, dans The Paradise Problem, on a 2 personnages, on a 2 points de vue. On a Anna et Liam. Anna et Liam, quand elles étaient à l'université, se sont mariés pour avoir accès à un logement pour les étudiants mariés qui était moins cher. Puis là, ben, ils ont gradué, fait qu'ils sont partis chacun de leur côté. Ça fait 3 ans de ça. Et Anna, elle, est sûre qu'ils ont divorcé parce qu'elle a rempli des papiers. Mais là, tout d'un coup, Liam arrive chez elle et lui dit « En fait, non, on n'est pas divorcés parce que il faut que je sois mariée pendant 5 ans pour avoir droit à mon héritage faramineux que mon grand-père m'a laissé à sa mort. » Parce que Liam, sa famille, possède une chaîne d'épicerie. Ils sont ultra, ultra riches aux États-Unis. Puis là, ben, il faut qu'il soit marié 5 ans pour avoir accès à son héritage. Donc, lui, il n'a pas envoyé les papiers du divorce. Fait qu'il est techniquement marié. Mais là, sa sœur, à lui, sa petite sœur se marie, puis la famille dit, ben là, amène ta femme, on ne la voit jamais, on ne l'a jamais vue en 5 ans. Fait que là, il va la voir, puis il dit, il faut que tu viennes avec moi. Fait que là, ils vont aller ensemble à ce mariage qui se passe sur une île paradisiaque, là, avec des gens hyper, hyper riches. Puis là, évidemment, tu sais, il n'y avait pas de relation quand ils étaient mariés. C'était vraiment que des colocs, puis ils ne se voyaient quasiment jamais. Mais là, quelque chose va se développer. C'est assez slow burn. Moi, j'aime ça, le slow burn. J'aime pas ça quand ça se garoche tout de suite puis ça se saute dessus. Fait que ça m'a plu. Ça s'installe tranquillement. J'ai aimé parce que la famille de Liam est vraiment toxique. Mais les relations, j'ai pas aimé ça qu'ils soient toxiques, mais j'ai aimé ça de la manière dont c'était écrit. J'ai aimé ça voir comment tous ces personnages-là interagissaient les uns envers les autres. Je trouvais que autant Liam et Anna étaient crédibles, mais tous les personnages autour aussi, là, ils étaient bien construits, même si c'était des personnages secondaires. J'ai détesté le patriarche de la famille de Liam. Quel homme abominable. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis souvent dans les romances, moi, ce qui accroche, c'est quand les personnages ne se parlent pas. Quand le problème, c'est le manque de communication. Ouais. Là, on n'était pas là. La crise des 80%, elle concernait un peu le couple, mais pas que. Il y avait beaucoup de choses qui étaient comme autour, qui faisaient en sorte que ça impactait le couple, mais c'était pas parce qu'eux autres ne s'étaient pas parlé. Tout le long, moi, je trouvais que, tu sais, ils étaient conscients de ce qui se développait, ils l'acceptaient, ils se parlaient, ils se faisaient confiance. Tu sais, la relation se construisait vraiment d'une belle façon, je trouvais. Fait que, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette romance-là. Ouais, moi, Christina Lauren, en général, ça fonctionne. Puis encore une fois, ça a été le cas. Donc, voilà ce dont je vous parle aujourd'hui. T'en as lu plusieurs oui, je pense que ça doit être mon 5e, 4 ou 5e facile. L'année passée, j'avais lu The Holidays. C'est elle aussi. Autobiographie. Tu l'avais lu toi aussi, Maps? Karine et moi, on a lu ça, ouais. Il y en a d'autres que j'ai lu de elle, mais
OK. On Honeymooners, c'est elle aussi. Là, je te fais écrire plein de noms. C'est correct. Puis c'est dans tes tops de celui-là? C'est dans tes tops de oui, c'est dans The Honeymooners, je l'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Puis les deux autres, les autres aussi, je les ai aimés. Je peux pas dire que c'était des tops et des tops, mais ça fonctionne. C'est toujours agréable. Je passe un bon moment. Je trouve que les histoires se peuvent. Les personnages sont pas caves. Tu sais, des fois, dans les romances, les personnages, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'as perdu ton cerveau parce que t'as trop d'hormones, genre, je sais pas. Ça sonne si particulier à dire, mais c'est si vrai. C'est si vrai, ce sentiment d'être comme une fille de 30 ans, fais pas ça. C'est ça. C'est ça. D'habitude. Puis il y avait un petit peu de spice, mais tu sais, moi, pour moi, ça dépend de notre niveau de tolérance de piment, mais tu sais, pour moi, je le trouvais tout à fait, tu sais, ça avait sa place, ce piment, dans cette histoire. Parfait. Donc, on remet ce duo d'autrices en tête si on veut lire des trucs de la romance. Oui, puis elles sont prolifiques quand même. Là, ils en ont écrit pas mal. Ouais. Excellent. Ben, c'est bien noté. Merci beaucoup, Daphné, pour ces suggestions douillettes pour le temps des fêtes. En parlant de suggestions douillettes, Sylvain, il y a quelque chose que tu me dis avant que ce podcast, ce balado commence. Et ma foi, encore une fois, je suis complètement intriguée. Donc, qu'est-ce que tu lis? Ben, en fait, je vais commencer par autre chose, puis je vais y venir. Qu'est-ce que je lis, là? C'est encore le même livre que je lis depuis 2 mois et demi, mais là, je vous en parle, puis c'est la dernière fois que je vous en parle, parce que là, je suis dans le dernier 1000, là. Ça achève. C'est de Steven Erikson, le premier livre de la saga Le Livre des Martyrs, c'est Les Jardins de la Lune. Et là, je suis en train de finir ça. Et c'est mon premier vrai gros méga coup de cœur de fantasy. Parle-moi ça! Tu veux que je t'en parle ou tu veux pas que je t'en parle? Parce que je sais ben que oui, mais non. Parce que je l'ai commencé. Sylvain le sait, je l'ai commencé. Mais c'est vraiment mon premier vrai gros coup de cœur de fantasy. J'adore ça. Ça commence avec proche de 200 pages sur... en fait, des militaires, mais c'est des militaires, j'ai envie de dire, au bas de l'échelle. C'est pas les grandes têtes, c'est pas les grands maîtres du monde, c'est ceux qui servent ces gens-là, finalement. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on suit ces personnages-là et on s'attache à ces personnages-là jusqu'à un certain point, mais on ne sait pas vraiment si ce qu'ils font, c'est pour la bonne cause, parce qu'on ne connaît pas les motivations des grands maîtres. Donc, puis c'est ça, eux-mêmes, ils ne sont pas certains, puis ils se remettent en doute, puis tout ça, puis c'est super intéressant. Après ça, on les laisse de côté, on va à Darujistan, la ville qui sera bientôt le siège de cette armée-là. Et on va rencontrer des personnages qui sont vraiment attachants. Donc, dans la première partie, je me suis vraiment intéressé aux faits, aux choses qui se passaient. Pas tant aux personnages, mais dans la deuxième partie, là, je suis vraiment tombé en amour avec les personnages. C'est un groupe d'amis. Il y a tous les stéréotypes, j'imagine, d'un jeu de Donjons Dragons, là. Un voleur, un assassin, un magicien, un Soulon, un qu'on n'est pas sûr c'est quoi. Fait que, tu sais, il y a ce petit groupe-là d'amis, puis ils sont vraiment chouettes, puis ils sont vraiment le fun. Puis, ils posent des gestes, et on n'est pas... on comprend qu'ils posent des gestes, on ne comprend pas nécessairement leur motivation, mais bon, ça se passe. Puis là, j'ai commencé à lire ça là 2 mois. Puis là, j'ai eu la très brillante idée de mettre 2 grosses, même 3 grosses briques dans mon club de lecture. Fait que il fallait que j'arrête de lire ça pour lire mes grosses briques. Puis là, en plus, après ça, j'ai été malade. Fait que pendant 1 semaine, j'ai pas vraiment lu. Puis là, j'ai recommencé avant-hier, j'ai lu 300 pages. Fait que, tu sais, je suis vraiment dedans. Là. Puis là, c'est ça l'affaire, c'est que là, j'arrive à la fin. Puis là, c'est ça. Là, tous les personnages se rencontrent et là, les identités se dévoilent. Les intentions sont claires. On comprend maintenant pourquoi... T'sais, toutes les répercussions qu'un geste d'une personne peut avoir sur une autre personne. Fait que, toutes les ramifications sont là.
Puis là, tout le monde est à la même place. Puis oh my God, que je sais même pas qu'est-ce que je fais à vous parler, que je devrais être en train de lire ce livre-là. J'adore ça. Cute. J'adore ça. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'adore ça. J'adore ça. Ça donne le goût. Mais moi, j'ai hâte que tu le lises, Daphné, puis que tu le compares. Parce que toi, tu en as lu beaucoup de fantasy, que tu puisses le comparer un peu avec. Excuse-moi, on peut juste redonner le titre parce que j'ai complètement zappé quand tu l'as dit. Oui, c'est le livre des martyrs, tome 1, c'est Les Jardins de la Lune. En fait, en anglais, c'est Malazan, Book of the Fallen. Ça me dit vaguement quelque chose. Oui, c'est quand même assez populaire sur les chaînes YouTube anglophones. C'est pas nouveau, là. Non, c'est ça. C'est une série de plusieurs livres. Il y a 10 tomes et en fait, ils sont en train de les publier dans cette édition-là en format poche. Là. Ils sont tous publiés en anglais depuis longtemps, ils sont tous publiés en français en grand format, mais là, ils sont en train de les faire. Puis j'aimerais ça. J'ai calculé, là, si je lis un tome par saison, j'arrive flush au moment où ils publient le dernier pour le lire. Fait que je sais pas. Là. Je ne suis pas bien bon pour tenir mes résolutions, mais c'est un projet ambitieux, on va dire. Tu vas peut-être les lire plus vite que tu penses, des fois, quand on embarque dans une série. Peut-être. Mais ça serait un beau problème, tu sais. Je serais vraiment content. Puis l'autre livre dont j'ai envie de parler, en fait, c'est que ça fait longtemps que je l'attendais, celui-là. Ça aussi, c'est un cas de... Ça vient de sortir en format poche, puis je me dis que suivre les parutions en format poche, ça serait une belle idée. C'est une série, puis c'est un livre que j'ai... C'est ça un peu le tease que j'ai fait avant qu'on enregistre, c'est que c'est pas un livre de Noël, mais c'est un livre que j'ai très envie de lire pendant les vacances des fêtes. Je trouve que ça s'inscrit bien là-dedans. C'est le livre d'Alison Weir, Catherine d'Aragon. Ah, oui. Donc, ça, c'est le premier tome de sa série sur les 6 femmes d'Henri VIII. Et en français, ils ont traduit la série par « Les reines maudites ». Pas sûr. Mais ça m'intéresse bien gros. Puis moi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup ces personnages-là, les femmes d'Henri VIII. Je trouve que c'est des femmes qui sont vraiment très intéressantes. Puis, l'histoire étant ce qu'elle est, on a souvent raconté leur histoire du point de vue d'Henri VIII, mais là, on va vraiment explorer leur vie. C'est des romans, mais c'est des romans qui sont bien fouillés là, par une femme qui a bien étudié l'histoire. Et donc, c'est ça, Catherine d'Aragon. Et je voulais en parler parce que je trouvais que ça peut fitter avec la saison. Mais aussi, je voulais en parler parce que je sais que Maps, ton livre préféré de l'année dernière, c'était sur la deuxième femme d'Henri VIII. Oui, 200 rois, ouais. Oui, c'est ça. Donc, apparemment, dans cette série-là, on déteste Anne, je ne sais jamais comment dire son nom, Boleyn. Anne Boleyn. Apparemment qu'on la déteste là-dedans, mais quand on arrive au deuxième tome, évidemment, on voit l'histoire selon son point de vue à elle. Puis là, ça donne vraiment un autre aspect à son histoire. Donc, voilà. Moi, je pense que Maps, elle va lire ça, là, Dès que tu as parlé des femmes dans le j'étais comme « Oh, Maps! » Je l'ai dans ma liste, puis tu viens de le monter. Il était pas bien loin, là, mais là, franchement, je pense qu'ils viennent de prendre une coupe de coche de plus. Ben, ils sont rendus à 4 en français en grand format, puis celui-là, comme je dis, il vient juste de sortir. Donc, tu sais, en avoir un par saison festive, ça peut être intéressant. Là. Encore là, c'est des beaux plans. Je vais voir si je m'y tiens, mais bon. Très, très, très intéressant. Oui, ça me rappelle qu'un de mes objectifs de 2024, c'était de lire un autre ouvrage de Philippa Grégory qui... Oui. On est le 12 décembre, puis jusqu'à maintenant, j'en ai pas lu, là, mais c'est encore un objectif. Il te reste 2 semaines. Il reste 2 semaines. Let's go! C'est quand même c'était quand même une bonne brique qui se lisait vite, là, celui que j'ai lu, mais c'est super intéressant. Si peu de temps pour lire tout ce que je veux lire. Il me semble que ta pile en plus de décembre est tout petite, hein? Puis il y a comme 6 livres qui se sont rajoutés que je dois lire. Fait que, ça va. On s'en reparle en 2026. D'accord? Ça a été transféré à l'année prochaine. Oui, c'est ça. On me donne une année de sursis. Excellent. Et merci beaucoup pour ce partage, Sylvain. Puis, bon, j'étais partie dans la loupe. Alors, allons-y avec Josée. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Moi, je suis vraiment contente de vous présenter ma lecture. Puis c'est une drôle de lecture, en fait. C'est comme si j'avais fait un bond dans le temps, dans les années 80. Puis là, je vous montre, en fait, ma pile. Et voilà.
Oh! Moi, je suis une femme, Mafalda. non pas de la première heure, parce qu'elle est née en 64, Mafalda, et moi, je suis née en 67. Mais quand j'ai découvert ce personnage-là, j'étais secondaire 3, 4, et puis je tombe à la renverse. J'ai comme découvert mon alter ego, cette petite bonne femme-là, super politisée, toujours en train de militer pour tout et n'importe quoi. Pour vous dire à quel point je suis tombée amoureuse de ce personnage-là, c'est incroyable. Elle m'a suivie tout le temps. Et même à l'université, j'ai fait des travaux sur elle. Je me souviens, le titre, c'était un travail de maîtrise. C'était « À qui t'adresses-tu, Mafalda? » Parce qu'en fait, Mafalda, c'est des personnages tout mignons, tout enfantins, avec des bulles puis des textes qui sont rien d'enfantin. Mais qu'un enfant peut avoir quand même du fun à lire parce qu'il peut trouver son petit bonheur là-dedans. Mais quand on se met à le lire pour vrai, avec nos yeux d'adulte, c'est vraiment pas une littérature pour enfants. Puis en ce moment, c'est vraiment étrange parce qu'en voiture, j'entendais à Radio-Canada ce qui se passe en ce moment en Argentine. C'est absolument incroyable. Le président était élu. Il s'appelle Javier Milei. Puis en fait, il a fait quelque chose qui s'appelle la dérégularisation. C'est qu'il a tout enlevé le public, excusez-moi, dans le système. Il y en a plus. Il a mis à la porte en un claquement de doigts au-delà de 30 000 fonctionnaires. Il a privatisé le système de santé. Les écoles sont privatisées. Et, en fait, il n'y a plus rien qui appartient à l'État. Il a fait une coupure massive. Puis moi, quand j'écoutais ça avec mes yeux de petite Mafalda girl, je trouvais ça épouvantable. Puis le but, en fait, c'était vraiment de faire baisser l'inflation. Ça a marché. Ça a passé d'une inflation à 25% mensuelle à une inflation qui est plus autour de 3%. Par contre, pour faire ça, les inégalités sociales que ça a engendré sont absolument incroyables. Si je vous parle de ça, c'est qu'en fait, Mafalda, c'est une petite Argentine. Hein, est née de la plume de Quino, qui était lui-même un Argentin. Puis à l'époque, ça allait pas si bien, mais maintenant, ça va extrêmement mal. Et la raison pour laquelle j'ai ressorti Mafalda, c'est que j'ai découvert, grâce à l'Instagram, des livres, ceci, qui est Mafalda, mon héroïne. C'est un nouveau bouquin qui est sorti pour les 60 ans. En fait, on fête les 60 ans de Mafalda avec ce bouquin-là. Puis ça a été, je vais vous montrer un peu, ça a été fait par 13 femmes. C'est vraiment des autrices. Fait que moi, ça, c'est ceux qui me connaissent un peu savent à quel point je suis féministe quand même assez engagée. En fait, tout ça pour dire que c'est 13 femmes qui rendent hommage à Mafalda. Et ce livre-là, c'est mon conjoint qui me l'a offert quelques semaines, puis je l'ai pas ouvert parce que je le gardais pour les vacances. Puis quand j'ai pensé à notre podcast, j'ai dit ça se peut pas, je peux pas ne pas faire ça. Fait que j'ai commencé à le lire, mais je le grignote parce que j'ai tellement lu. Je le grignote. J'ai tellement lu les bandes dessinées de Mafalda que j'étais incapable de pas avoir le texte qui roulait dans ma tête quand que je voyais une bande. Je les ai abandonnés depuis un bout parce que il y a d'autres choses, mais je vais les reprendre bientôt, puis j'ai l'impression que ça va me revenir encore en tête. Fait que ce livre-là, c'est vraiment des autrices. Moi, sur le coup, je pensais que c'était vraiment des autrices qui faisaient revivre Mafalda en 2024. Mais il y a de tout là-dedans. Il y a vraiment la petite Mafalda de 60 ans qui arrive un peu dans ce monde-là, qui sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Il y a des fois, on va dans son monde, des fois, elle vient dans notre monde, des fois, elle parle de ses parents comme ils étaient dans les années 64, 70. Des fois, elle parle de ses parents comme ils seraient aujourd'hui. Fait que les autrices ont vraiment été partout. Évidemment, moi, si vous connaissez pas Mafalda, c'est pas ça que je vous conseille, mais pas pantoute, là. C'est vraiment pour la fan qui a le goût de voir, encore du monde qui ont trippé sur Mafalda, visiblement, ils l'ont adoré, là. Puis qui apprennent un peu ce concept-là. Les personnages de Mafalda, puis de ses bandes d'amis, il y avait Miguelito, Susanita, si ceux qui connaissent pourraient suivre la suite, là. Et on les retrouve aussi là-dedans, mais c'est vraiment, là, je sais pas si vous la voyez, mais c'est pas la Mafalda des traits de Quino, là. C'est vraiment la Mafalda vue par les autrices et vue aussi par les illustratrices et les illustrateurs. Mais pour quelqu'un qui est vraiment fan, là, puis qui a toute la collection, puis qui a rêvé de devenir Mafalda, c'est un cadeau hallucinant, là. C'est un livre moi j'appelle ça un livre de table de salon, là. Fait que j'ai commencé à le lire tantôt, je suis déjà rendue presque à la moitié, fait que j'ai le grignotage puissant. Oui, c'est ça. Je vais tenter de mettre la pédale douce sur mon petit grignotage, mais franchement, je suis très heureuse de voir que 60 ans après, il y a des gens qui pensent encore à elle.
puis qu'il ressorte ce livre-là. Puis si ça peut faire en sorte que les gens redécouvrent l'œuvre de Kino, ben franchement, ça aurait été un livre très, très utile. Puis il est sorti vraiment à son 60e anniversaire parce qu'il est sorti au mois d'août dernier. Moi, je l'ai découvert tout récemment. Puis quand je l'ai vu, je n'ai eu qu'une pensée, c'était obsessif. Je veux ce livre. J'aurai ce livre. Et maintenant, tu as ce livre. Ouais, et je suis très heureuse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Mafalda, si vous l'avez visité dans votre vie, là. Moi, oui, un peu, là, quand j'étais plus adolescente aussi, je te dirais, là, mais moi, ça ne m'a pas autant marqué que toi. Mais, mais dans les années 80 aussi, on était dans l'ère des années Reagan où tout devenait possible. Là, on avait vraiment la liberté qui s'ouvrait. Fait que j'ai l'impression qu'elle résonnait plus fort à ce moment-là. C'est sûr qu'elle a vieilli aujourd'hui. Les propos ont vieilli. Tout a vieilli dans l'œuvre de Mafalda. Sauf qu'il faut vraiment la voir avec un certain recul. Mais malgré tout, pour 60 ans, c'était vachement visionnaire puis vachement ouvert. Là. Moi, je pense que je me rappelle de son discours écologiste, vraiment très, très, très puissant. Puis, tu sais, moi, je lisais dans les années 90, ça veut dire, tu sais, mais, tu sais, moi, je n'avais pas nécessairement conscience à cette époque-là, ça avait été publié depuis quasiment 30 ans, là, dans le fond, là, 25 ans, tu sais, fait que, oui, effectivement, tu sais, quand on y repense, c'est ses revendications pour la planète. Absolument. En fait, on peut dire que c'est un peu... Tu sais, Mafalda était féministe, était anticapitaliste, était écologique, puis était très égalitaire. Fait qu'elle avait des qualités, ou en fait des particularités qu'on retrouve aujourd'hui encore. Puis elle était très... moi, ce qui me faisait triper dans ce personnage-là, c'est qu'elle avait peur de rien. Elle affrontait tout et n'importe quoi. Elle apportait ses valeurs, puis elle les brandissait haut et fort. Puis pour moi, étrangement, même si c'est un petit bonhomme animé, ben ça résonnait en moi, puis je me disais, oh my God, que j'aurais le goût, moi aussi, d'être capable de faire bouger les choses comme elle semble les faire du haut de ses 3 pouces. Ouais. Fait que en fait, j'étais vraiment contente de trouver ça, puis je vais relire ça pendant le temps des fêtes, avec probablement autant de bonheur que j'ai eu du haut de mes 15 ans. À lire l'œuvre originale. Ouais. Bien, merci pour cette capsule historique, politique et nostalgique. Et littéraire aussi, quand même. Forcément, parce que c'est de livres qu'on parle ici. Hey, merci beaucoup. Puis, j'avais oublié rapidement qu'Isabelle nous a fait un petit coucou, un petit bonsoir à nous 5. Donc, bonsoir à toi, Isabelle, aussi. Et on termine notre petit premier tour avec Karine. Dis-moi, qu'est-ce que toi, tu lis? Moi, la semaine dernière, j'ai terminé The Charm Offensive de Alison Cochrane. Je crois pas que c'est traduit. Je sais pas honnêtement. Peut-être que ça l'est, mais j'ai des très gros doutes. Dans le fond, c'est une romance, comme moi je les aime. C'est une romance gay qui se passe sur le plateau d'une série de télé-réalité. Où c'est une série de télé-réalité un peu à la de Bachelor. Mais avec un côté très, très prince charmant, tu sais, genre, le personnage principal, c'est le prince, puis les candidats, c'est « Veux-tu être ma princesse? » Puis t'as des tournois, puis des patentes, c'est comme... On est vraiment dans cet univers-là. Et nos deux personnages, dans le fond, qui vont tomber amoureux, c'est notre prince, justement, qui, en fait, lui, est pas là à la base pour prouver l'amour, et il est là parce que donc, c'est un millionnaire qui a fait sa fortune dans les technologies de l'information, Silicon Valley et tout ça. Mais c'est un gars qui a un TOC, qui a de très gros problèmes d'anxiété et qui s'est fait, dans le fond, tasser de sa compagnie par son associé après qu'il y a eu un breakdown un peu en public. Fait que là, dans le fond, il s'embarque là-dedans pour redorer son image et il va tomber amoureux, en fait, de son producteur. Donc, quand je dis producteur, c'est les gens qui vont gérer les candidats et essayer de faire que certaines choses se passent et d'autres choses ne se passent pas. Et donc, c'est ça. Fait que ces deux personnages-là vont tomber amoureux. Ça a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi. J'ai trouvé le setting, la scène j'ai trouvé vraiment drôle parce que tu vois toutes les clichés qu'on aime des téléréalités sont là-dedans, qui sont vraiment super bien faits. J'ai beaucoup aimé le fait que, tu sais, comme je disais, le personnage principal,
On a c'est comme deux personnages principaux côte à côte, en fait, là, mais bon, c'est comme, puis je parlais tantôt, il y a un top qui a de l'anxiété. L'autre personnage a un problème de dépression chronique. Donc, la santé mentale joue vraiment un très, très gros rôle là-dedans. Il y a des choses qui vont se passer au travers du livre qui vont être déconstruites, comme par exemple, on a un personnage très, très cliché de l'ex du producteur, que comme il a vraiment pas une bonne relation, puis lui garde vraiment pour son c'était terminé, puis au fur et à mesure que l'histoire se développe, on en apprend plus sur le fameux personnage de l'ex, puis il perd son côté unidimensionnel, puis on se rend compte que le côté unidimensionnel venait seulement du fait qu'on était, du point de vue de la personne dont la relation s'est effondrée, tu sais. Il y a vraiment de la profondeur dans les personnages, il y a de la profondeur dans l'histoire, c'est super intéressant. Les personnages féminins, il y en a qui sont vraiment, vraiment super chouettes. Il y en a qui sont très unidimensionnels parce que c'est des filles qui jouent leur rôle là-dedans, dans cette, c'est des influenceuses, des futures influenceuses qui sont à vendre, qui sont comme là pour ça, mais t'as des personnages féminins qui sont vraiment, vraiment très chouettes. La fin est super prévisible, mais c'est un de ces cas où, tu sais, comme, tu sais ce qui s'en vient, tu sais à peu près exactement ce qui va se passer, puis quand ça se passe, c'est comme, c'est juste hyper satisfaisant parce que, tu sais, comme, tu sais, c'est comme, c'est pas un de ces cas où c'est comme, oui, c'est un cliché. Non, vraiment, l'autrice place super bien ses pions pour qu'on sache que ça s'en va, fait que c'est une chose de super satisfaisant. À partir dont toutes les choses vont se placer. Puis, c'est pour les gens qui aiment ça, pas trop spicy, c'est quand même un bon choix parce que le personnage du prince charmant est aussi dans une exploration de son identité où il va réaliser qu'il est sur le spectre de la sexualité. Donc oui, ça devient spicy, mais ça prend quand même un moment avant que ça s'installe parce que lui, à la base, c'est pas quelqu'un qui ressent vraiment d'attirance pour les gens. Fait qu'il se ramasse pogné dans ces situations-là, il faut qu'il séduise des filles puis il les embrasse puis il est tellement mal à l'aise, là. Fait en plus, c'est le côté rom-com qui embarque là-dedans parce que les affaires que ça a juste pas de bon sens comme situation, mais c'est vraiment très drôle. Fait bref, comme, j'ai vraiment aimé ça. Ça a été un gros coup de cœur. C'était comme une lecture parfaite pour ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ça a vraiment l'air tout doux et tout fluffy. Ça a vraiment l'air... Moi, j'ai une question, Karine. Est-ce qu'on beaucoup les coulisses de la télé-réalité, tu sais, parce que on le sait, là, tu en as parlé un peu des producteurs, mais tu sais, c'est toujours, c'est pas toujours sain, tu sais. Ça, c'est exploré, justement. C'est exploré un peu, ouais. Ça, c'est exploré, justement, parce que, tu sais, t'as comme nos personnages en coulisses, le producteur puis d'autres gens autour de lui qui sont comme, tu sais, c'est très, très, très diversifié, ils ont tous des points de vue intéressants, puis t'as la grande boss en haut qui est comme, tu sais, elle sait comment ça se fait de la bonne télé, puis il y a certaines choses desquelles il faut pas déroger, puis tout ça, c'est vraiment exploré. Puis encore une fois, c'est une chose qui va prendre plus de profondeur au fur et à mesure de l'histoire, parce que, tu sais, quand on rentre dans ce monde-là, on rentre dans les chaussures de notre producteur, que lui, il était comme tombé en amour avec ce show-là il y a des années, puis que, tu sais, dans sa tête, c'est comme, on bâtit un conte de fées, les gens tombent amoureux, tu sais, c'est comme, pas juste ça, mais lui, il a tellement une vision rose, puis petit à petit, cette vision-là va éclater un peu comme une bulle de savon, puis il va réaliser un peu à quel point où lui, il se dit, je facilite des histoires d'amour, mais en même temps, il se rend compte à quel point ce qui facilite, il y a une toxicité là-dedans aussi. Fait que là aussi, on vient chercher une profondeur dans l'histoire que j'ai trouvé super intéressante. Merci pour ce joli topo. Puis peut-être que s'il y a des gens qui aiment ça, des lectures fluffy et toutes douces pour l'hiver, c'est peut-être dans les bonnes. Puis en plus, 2025, ça veut dire février aussi qui arrive. Ça peut être des bonnes suggestions pour le mois de commence pour le temps des fêtes, pour le temps de la Saint-Valentin, oui. Écoutez, mettez ça sur votre pile à lire 2025. Et Colin, qu'on change de ton, là. Et chocolat, OK. Ça, c'est lorsque je place les gens en ordre, tu sais, je sais pas de quoi les gens vont parler. Fait que parfois, tu sais, on dirait qu'il y a comme une certaine... parfois, il y a une certaine homogénéité. Parfois, c'est vraiment... Ça va un petit peu partout. Puis parfois, ça clash en chocolat. OK. Moi, la dernière chose que j'ai lue, là, je suis entre deux lectures. Hier, j'ai terminé ce livre-là, Tout brûlé, de Lucille de Peslois. OK? On est dans le sujet de l'inceste. Ouais, c'est ça. On part vraiment pas à la même place. C'est écrit en vers libre, donc, tu sais, c'est quand même pas très, très rempli à l'intérieur. C'est l'histoire d'une fille qui a vécu des situations dans sa famille, puis ça se lit vraiment comme un roman parce qu'il y a vraiment
un processus, il y a un procédé, il y a le moment, il y a les moments qui se sont passés qu'elle nous raconte avec beaucoup de pudeur. Puis vu que c'est en vers libre, on n'est pas dans la descriptif, on n'est pas dans le but de se faire saigner puis de s'ouvrir les veines, puis que ça soit vraiment difficile à lire. C'est quand même fait avec grande parcimonie, puis ça laisse beaucoup plus de place à l'interprétation que comme de lire ça, là. Mais on est quand même dans tout ça, dans cette famille-là. Elle est dans une famille complètement problématique, là. Tu sais, ce sont des parents qui sont pas habilités à être des parents. Genre, eux, c'était impossible pour eux de laisser des portes ouvertes. Fait que non, l'inverse. Il fallait tout le temps que les portes soient ouvertes. Donc, il n'y avait pas moyen de barrer sa porte, d'avoir de l'intimité. L'intimité n'est pas un concept qui existait pour eux. Puis elle raconte un petit peu tous les malaises qu'elle a vécu. Tu sais, elle voulait, par exemple, aller à la salle de bain. Puis non, ses parents, ils rentrent lorsqu'ils ont besoin. Puis, tu sais, il n'y a pas de respect de ça, de comme son malaise à elle. Fait qu'il y avait beaucoup de ces petites choses-là, de ces choses-là tout au long de sa vie. Puis, ben, il y a eu des situations, son frère, il a comme abusé d'une de ses amies. Puis, la réaction du père après ça, c'était comme vraiment intense. Il voulait le frapper avec une batte de baseball. Tu sais, c'est comme des gens qui sont vraiment pas tout à fait là, dans comment bien agir ou comment être un humain respectable et qui respecte les autres. Donc, on a tout ça, le portrait de la famille, puis on a le portrait de ma Mané n'était plus capable, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de parler, puis elle avait besoin de dire les choses qui se sont passées. Puis, ben forcément, comment la famille ont reçu ça. Vous pouvez imaginer, tu sais, le portrait qu'on en fait, les gens qui questionnent, ben voyons, pourquoi tu ressasses des vieilles affaires? T'es-tu sûr que c'est vraiment ça qui s'est passé? Donc, il y a comme beaucoup de colère qui émerge de ça, tout le processus aussi judiciaire qu'elle a enclenché, puis le fait de parler à d'autres victimes. Donc, c'est quand même un ouvrage avec un sujet lourd, mais ça se lit vraiment rapidement, c'est très aéré, puis le but, je pense que c'est de nous faire réaliser un petit peu la charge des victimes, même si on sait que la charge est très grande, mais je pense que c'est jamais assez dans notre société de cogner le clou, là. Mais je pense que c'est vraiment bien écrit. Je pense que ça dit les choses qui ont besoin d'être dites, mais avec un ton, puis l'écriture est vraiment très fine, malgré tout. Fait que j'ai trouvé ça puissant. J'ai vraiment trouvé ça puissant. J'ai lu ça en 2 soirées. Là, comme je vous dis, c'est très, très aéré. Puis je pense que ça nous aide aussi à comme, continuer puis à respirer. Mais grande lecture. Grande lecture. J'avais entendu dire des choses sur ce roman-là. J'avais entendu des bonnes critiques puis des bons retours, mais ça le vaut. Ça le vaut. Ben, ça, c'est peut-être pas une lecture réjouissante du temps des fêtes, par contre. Yeah. Désolée. Faut peut-être le lire plus tard, si vous voulez. Mais là, j'avais un deuxième sujet un petit peu plus joyeux que ça. Je me cherchais à quelque chose de fluffy et de léger pour le mois de décembre et j'ai pensé à vous demander vos objets livresques que vous aimez ou des suggestions, ça peut être aussi une suggestion pour les autres lecteurs. Parlez-moi de Gugus ou d'objets livresques que vous aimez bien en tant que lecteuriste qui lisez beaucoup, parce que c'est ça un peu qu'on est ici, mais ça peut être aussi pour les gens qui lisent moins, pour rendre la lecture plus confortable. Alors, on recommence le tour comme ça. Daphné, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta belle voix. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu nous suggères? Bon, alors là, moi, j'ai reçu le plus beau cadeau à ma fête, qui était le mois dernier. J'ai reçu un bidule. C'est vraiment un bidule. C'est pas très... je m'excuse pour ceux qui nous écoutent puis qui nous regardent pas. Là. Ouais. Mais c'est un truc Bluetooth, en fait, qu'on met sur la liseuse. Donc, on le colle dans le petit coin, là, comme ça, en haut. Puis après ça, je vais essayer de faire une démonstration. Quand on clique, les pages tournent. Oh là là! Tout ça. Donc, on n'a pas besoin de toucher notre liseuse pour faire tourner les pages. Ce qui veut dire qu'on peut être emmitouflé dans une couverture, dans notre lit, sur le sofa, avoir les mains bien au chaud et ne pas avoir à les sortir ou à garder un petit bout sorti pour pouvoir tourner les pages.
Et j'ai reçu non seulement ce bidule, mais j'ai aussi reçu avec ça un truc, je sais pas, c'est comme un porte-liseuse. Non, en fait, c'est un bâton là, qui se clenche sur la table, puis il y a un porte... il y a un truc pour mettre la liseuse. Hey, c'est vraiment pas radiophonique, mon affaire. Okay. Puis là, ça peut bouger. C'est comme un stand, là, dans le fond, comme un genre de trépied, mais portable et qui peut être tortillé dans tous les sens. Donc, on peut mettre ce stand-là, ce trépied-là, je peux le mettre sur ma table à café dans le salon, puis mettre ma liseuse devant moi, ou me coucher et avoir la liseuse comme ça, puis là, j'ai les mains dans mes couvertes, puis là, je fais clic-clic, puis je suis bien. Ou dans le lit, je peux le mettre sur ma table de chevet, pour être dans mon lit, puis pouvoir lire. Pour vrai, c'est formidable. Puis, c'est meilleur pour la posture, pour vrai, parce que quand on lit, souvent, on est penché, là, comme ça, là, vers en avant, puis là, ça nous courbe le dos, ça courbe le cou. Puis Dieu sait qu'on fait ça de toute façon sur notre téléphone à longueur de vie. Fait que, mettons que ça donne une petite chance là, d'avoir le livre à hauteur d'œil, puis de cliquer après ça avec notre petite main cachée dans le couvercle. Je trouve ça... je suis vraiment contente de mon cadeau. Je l'avais demandé expressément pour ma fête, puis je l'ai reçu, puis je l'ai utilisé déjà plusieurs fois, puis je suis très, très, très satisfaite. Ça semble anodin, mais sachez que lorsque tu es bien emmitouflé, c'est la dernière chose que tu veux sortir tes doigts pour faire avancer ta lecture. Exactement. Je comprends. Mais merci beaucoup pour ce joli partage, utile quand même pour notre posture. D'ailleurs, moi, mon chiro, il m'a vraiment traumatisée parce que j'étais comme, il me semble que j'ai des courbures. Puis là, il était comme, ouais, il dit, tu sais, tu fais-tu quelque chose de particulier? Puis là, je suis comme, ben, je lis, tu sais. Puis là, il dit, tu lis où? Puis là, je suis comme, ben, souvent dans mon lit, il dit, est-ce que tu savais que le lit ne sert pas à lire? Puis j'étais comme, ben, pauvre toi. Il va falloir que tu t'y fasses parce que c'est tellement confortable de lire un livre, c'est douillet, mais non, Karine, t'es pas de seule? Ben, dans mon cas, il y a quelque chose qui fait que c'est un petit peu difficile de trouver des postures confortables. Fait que, tu sais, comme, assise, ça a plus de bon sens. OK. Tu es assise dans ton lit avec plein d'oreillers derrière toi, puis ta douillette, puis là, tes mains cachées, puis là, clic. Clic la manette pour tourner les pages du livre. C'est ça, ça retenait un petit peu. On t'est rendu dans des suggestions. D'accord. Clic, parfait. Non, mais la manette, là, tu sais. Oui, la manette. Ah ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Daphné. Sylvain, ton objet livresque. Moi, vous allez voir, c'est beaucoup moins technologique. Mais en fait, je me suis posé la question parce que moi, pour vrai, je ne me sers pas de rien. Moi, je suis sur la gauche, je prends mon livre, puis je pars avec, puis, tu sais, j'amène rien, j'ai pas... Même les beaux marque-pages, à un moment donné, tu sais... C'est le genre de cadeau que tout lecteur reçoit. Là. Les gens qui ne te connaissent pas, qui disent « Ah, il faut que j'y fasse un cadeau. Lis, on va lui donner un marque-page. » Fait que là, il y a des beaux marque-pages, mais ça, moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça tient pas bien dans le livre. Si je mets le livre dans le fond de mon sac, je perds ma page. En tout cas, bref, il n'y a pas grand-chose de vraiment... il n'y a pas d'objet ou de trucs vraiment qui vont bien avec ma lecture, mais depuis quelques années, il y a un objet que je tiens prêt. C'est nouveau, puis là, ça va peut-être être un peu controversé, là, je m'excuse, mais il y a cet objet-là que je traîne maintenant de plus en plus quand je lis des livres. Des crayons. Marqueurs. Des stylos, des surligneurs, des... un annoteur. Ah, j'aime ça là maintenant. Là. J'aime ça souligner les belles phrases ou surligner les belles phrases. On va t'acheter des plus beaux crayons que ça. Mais non, mais c'est ça que. Non, mais je veux rien de fancy parce que je vais le perdre. Puis tu sais, je veux pas m'attacher à cet objet-là. Moi, je veux. J'y vais avec ce que j'ai sous la main. Des fois, je plie le coin de la page pour me souvenir de où il y a un passage qu'il faut que je souligne. Bref, c'est ça. J'écris dans mes livres et ça fait partie des joies
mes joies de lecture. Et d'ailleurs, j'aimerais juste souligner que je sais, il y a des gens pour qui le livre est un objet sacré, mais pour moi, le texte est sacré, mais pas l'objet. Et donc, l'objet, il est à moi. Le texte, il est à l'auteur. Le texte, il est à l'univers. Mais l'objet, le livre, il est à moi. Puis, je le fais mieux. Puis voilà. De toute façon, c'est comme quand tu relis un livre que tu as surligné, que tu as annoté, tout ça, c'est comme ça devient un objet vivant, tu te l'appropries, puis tu retrouves les passages qui t'ont touché, puis ça te fait repenser à des affaires que tu as vécues à ce moment-là, puis c'est tellement cool comme expérience. J'avais écrit une phrase à un moment donné dans un texte que jamais personne ne va lire, mais j'avais écrit une phrase qui disait quand le livre est bon, je ne suis plus le même après lui et il n'est plus le même après moi. Cute. Voilà. C'est cute. C'est très joli. C'est très joli. Moi, ce que ça me fait penser, c'est s'il y a des gens qui tombent sur ta trilogie de 365 jours, c'est-tu même qu'est-ce que ça s'appelle? Celle-là est annotée. Et moi, j'ai beaucoup de misère, mais on dirait que j'ai de la misère à être la première à modifier l'état d'un livre. Genre, si c'est un livre qui est déjà un peu tout croche, genre, mais même à ça, genre, souvent, je décorne les coins lorsque je lis. Je peux pas... je sais. Puis parfois, tu sais, les livres, si c'est des romans, je suis pas capable de faire ça. Mais parfois, c'est des livres plus comme de la non-fiction ou des essais ou des trucs comme ça. Parfois, j'essaie, puis je corne le coin, puis on dirait que j'ai une partie d'âme qui s'envole. C'est comme... Je sais pas pourquoi. C'est... Peut-être qu'il faudra que j'en parle à ma psy. Mais bon, je suis contente de voir que vous n'avez pas cette problématique-là. Mais tu vois, Karine disait, quand tu relis le livre que tu as annoté, tu revis quelque chose, tu t'appropries le livre. Ouais. C'est complètement vrai, mais j'ai aussi pas de problème à donner un livre que j'ai annoté. Puis moi, dans lire, quand j'en reçois, je me dis, ben tu sais, c'est de la personne qui me l'a donné ou c'est de la personne qui l'a lu avant moi que je lis aussi un peu. Donc, je trouve l'expérience vraiment intéressante. Mais Élise avait fait ça à un moment donné, genre, elle avait fait un giveaway, puis elle avait envoyé un livre, le livre qu'elle avait envoyé, c'était un livre qu'elle avait annoté, genre. C'est vrai que aussi, Élise, quand elle note un livre, c'est une œuvre d'art, là, mais bon. Ça a une valeur de plus, hein? Excellent. Ben ça, c'est un sujet controversé. Annoter ou non les livres, mais on n'en parlera pas plus aujourd'hui. Tu peux l'ajouter à ta liste de sujets pour une prochaine fois. Fait vivre beaucoup d'émotions. Et la solution pour toi, Maps? Les livres numériques? Ben oui, avec un stylus. Ouais. Mais ça, les gens qui annotent des livres, c'est des gens qui travaillent. Moi, j'annote mon livre numérique constamment. Non, c'est ça, mais tu es une grande travaillante, là, parce que pendant que tu lis, tu t'annotes, t'écris, tu fais des réflexions. Moi, je suis paresseuse, là, je lis, puis parfois, je suis comme moi, je devrais prendre ça en note. Oui, mais j'ai toujours le stylus avec moi, il est comme collé dans la pochette. Ouais, mais il faut que tu arrêtes ta lecture pour le noter. Ben, en fait, c'est comme, mais moi, je trouve que j'arrête le moment, puis je le comprends mieux. Puis souvent, tu sais, moi, j'aime avoir certaines citations, puis quand que je vois une citation qui moi, m'éblouit, ben en la marquant, c'est comme si je fais une pause dans le livre. Puis ça m'aide à apprécier davantage ma lecture. Puis souvent, je revois pas tant ces citations-là, je revois pas tant les annotations que je vais faire, mais quand je les fais, il y a un moment d'arrêt, puis je le trouve vraiment précieux. Puis avec un livre numérique, c'est que c'est tellement facile de les retrouver. Hein? Ils sont tous répertoriés, je peux les retrouver extrêmement facilement. Je trouve ça tellement le fun. Et je valide le clicker de Daphné. Je le valide complètement. Puis, tu sais, c'est le mec, tu parles que tu mets ton livre dans ton sac. Moi, j'ai 2 liseuses. J'ai une liseuse de 7 pouces qui est ma liseuse maison ou voyage dans un grand sac. Puis j'ai même poussé l'achat, incroyable. Mafalda serait pas fière de moi, en acheté une petite que j'appelle ma nomade. Fait que je bascule les livres d'un à l'autre et ma petite liseuse de 6 pouces m'accompagne, mais partout, là. Je vais chercher ma fille à quelque part et ma liseuse m'accompagne. Fait que c'est vraiment mon objet
Mon objet fétiche. Fait que moi aussi, je ferais comme toi. Puis ça, en fait, ça fait la même chose que toi avec un livre. Tu sais, je le prenne partout, j'annote, je marque les pages. Je suis une grande fan. C'est un cadeau précieux, je pense, pour quelqu'un qui n'est pas rebuté par la technologie. C'est clair. Mais c'est vraiment le fun. C'est mon objet préféré de la vie. La liseuse? Oui. Mais ça permet aussi d'avoir beaucoup de livres avec nous. Et ça pèse rien. Ben, c'est vrai, c'est très, très, très léger. Donc, tu as du choix. Ça ne te tente pas de lire tel livre que tu es en train de lire. Ben, tu passes à un prochain. Puis, c'est assez facile maintenant aujourd'hui. Tu sais, les emprunts à la bibliothèque, tu n'es pas nécessairement obligé de les acheter. Là. Moi, je les achète rarement. Donc, ouais, moi aussi, grande fan. Avant le clicker, ça prend la liseuse, puis après ça, un coup, vous êtes habitué, ben là, ça prend le clicker. Puis la bibliothèque, c'est 24H avec une liseuse, c'est n'importe quand. Puis l'avantage que ça a, c'est éclairé, mais pas qu'un téléphone. On peut le basculer en noir. Fait que si on dort avec un autre individu, ben on le dérange beaucoup moins. Fait que puis c'est moins dur pour les yeux aussi que d'être sur le téléphone. Ouais. Puis on est capable d'ajuster la taille de la police de plus petit à plus gros. Moi, c'est ma 7e liseuse que j'ai parce que j'y passe, c'est parce que je finis par les brûler. Ou, moi étant moi, il y a un modèle qui arrive qui fait quelque chose de plus, puis là, je n'en peux plus de l'avoir. Fait que moi, je fais rouler mes choses, je vends en série, j'achète en série. Pour ça, Mafalda et moi, on ne partage pas la même hémisphère. Est-ce que c'était ça ton objet livresque, ta liseuse? Ben, en fait, oui, ma liseuse, puis aussi le stylus, parce que c'est vraiment le fun de la noter. Je trouve que ça rend la liseuse plus près d'un livre réel. Parce qu'on est capable de se l'approprier davantage que juste de faire agrandir le texte. Mais si tu lis beaucoup avec ta liseuse, il faut prendre le temps parfois d'aller à un salon du livre et lire, sentir un vrai livre. Hein? C'est mon grand bonheur, Maps. C'est mon grand bonheur. Pour se souvenir de l'odeur du papier. La taille, c'est ça que je disais la dernière fois, c'est vraiment la taille de voir cet objet-là. C'est pour ça que quand j'ai eu ça, ce livre-là, j'ai dit, oh my God, c'est quand même beau. Oui, parce que tu n'as pas accès tant que ça, les couvertures, tu restes pas avec... Là, j'y touche, puis j'ai dit, oh my God, c'est vraiment un bel objet. Mais la liseuse, c'est un objet très utile. Et le clicker, je valide. Tu valides, parfait. Ben, merci beaucoup, Josée, pour ton approbation sur les objets des autres. Et Karine, toi, de quel objet voulais-tu nous parler? En fait, moi, c'est une nouveauté de cette année. C'est mon journal de lecture. Oh oui! Moi, je le fais au complet à la main, mais ils vendent un peu partout des versions pré-imprimées avec des pages pour ta liste de livres de l'année, puis des objectifs, puis genre, tu sais, comme faire une petite review de chaque livre que tu lis. Puis il y a quand même, il y a plus de modèles à faire en anglais qu'en français, on s'entend, mais tu sais, il en existe quand même quelques-uns en français. Donc, si vous n'êtes pas genre à faire tout ça à la main, ça peut quand même se trouver. Puis je trouve que c'est fun parce que ça permet de garder une trace de ses lectures d'une façon, dans mon cas, d'une façon très créative. J'ai comme tout un stock de washi tape, puis de stickers, puis de papier pour le scrapbooking que je m'amuse. Parle mon langage, Karine! Non, mais j'ai recommencé en fait à faire comme du bullet journal puis un paquet d'affaires cette année parce que j'ai enfin l'espace pour le faire puis l'espace pour ranger mon matériel. Fait que ouais, ça c'est une des choses que j'ai commencé à faire. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super le fun parce que c'est comme c'est créatif, ça me permet de garder une trace de mes lectures d'une façon qui... C'est un peu ce que je faisais déjà quand j'étais sur les réseaux sociaux parce que je me faisais comme... J'avais un journal où je faisais une page pour chacune de mes lectures puis je notais les points forts puis les points faibles pour pouvoir faire mes vidéos. Ouais. Mais là, finalement, c'est juste une version un peu plus élaborée parce que c'est la seule chose que je fais. Fait que ça donne quelque chose. C'est un peu le même principe, mais c'est comme avec des décorations, puis des affaires, puis tu sais, je sais pas comment ça. Moi, je veux savoir, j'ai plein de questions. Évidemment, on se parlera, là, toi et moi, en privé, Karine. Sans problème. Mais est-ce que tu prends un cahier par année ou est-ce que tu ben là, comme je continues disais, c'est nouveau de cette année. J'ai commencé au mois d'août. Puis là, avec le début décembre, je suis rendue à la page 60. Fait que tu vas continuer. C'est comme clairement, je vais continuer 2025 dans ce cahier-là parce qu'il me reste une centaine de pages encore.
Mais ouais. Est-ce que tu fais des pages, tu sais, de challenge puis de même aussi, ou J'en ai juste pas fait tes beaucoup lectures? dans celle-là parce que c'était mon premier, mais j'avais quand même une page pour mes livres lus en 2024. J'avais une page d'évolution de ma pile à lire qui m'a fait réaliser à quel point c'est pas le genre de page que moi je vais utiliser parce que je vais faire le challenge de marche pour dépenser genre juste 500$ en 2025 pour essayer de comme mais ça a déjà modéré un peu, mais modéré encore plus. Mais ça devait paraître que ce challenge-là, c'était pas pour moi. Puis je fais des pages aussi à tous les mois, dans le fond. Je vais montrer. Fait que ça, comme ça ici, ça c'est la page couverture pour décembre. Puis j'ai une page avec mes lectures que je pense faire, puis les lectures que j'ai effectivement faites. Tu as une petite imprimante là, pour imprimer tes petits covers. Oui, ça a été ma petite dépense. Ma petite dépense, c'était pas super raisonnable. Mais elle est vraiment cool. Puis tu sais, je m'en sers aussi pour imprimer des photos pour faire des affaires dans mon bullet journal. C'est comme j'ai fait tout un spread avec les photos du salon du livre, puis tout ça. Fait que j'ai comme les photos toutes vous autres dans mon journal. C'est vraiment cute. Très cute. Ah, c'est une belle. Tu sais, dans le temps que Daphné, elle parlait plus de ça sur sa chaîne, là, on parlait plus de bullet journal, ou en tout cas, on en entendait plus parler. Mais je trouve que c'est un beau retour du bullet journal. Mais ouais, je trouve que c'est comme c'est beaucoup d'efforts pour moi, mais je trouve ça tellement beau regarder ceux des autres. Mais, je trouve ça vraiment comme. Moi, c'est comme c'est le. Tu sais, je suis quelqu'un dont le cerveau arrête jamais. Mais quand je suis en train, genre, de tracer mes affaires ou de faire, tu sais, moi, j'ai un autre journal que c'est juste des collages, tu sais, c'est comme, c'est rien d'autre, je fais juste comme m'amuser avec du papier puis des stickers, puis, tu sais, c'est comme, je pense à rien. Ouais. Genre, à rien. C'est comme s'il y a plus rien, là, je fais juste me concentrer là-dessus, puis c'est comme, j'ai pas de pensée qui va en même temps, c'est tellement relaxant parce que je ne produis jamais. Non, c'est magique pour ça. Dans le fond, tu penses à quelque chose, Karine, tu penses à ça? Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai dans le sens que j'ai pas de pensée, de penser que, tu sais, d'habitude, je t'aurais faire quelque chose, puis j'ai tout le temps 36 000 pensées qui se prennent dans ma tête, puis qui envahissent, puis c'est difficile de me concentrer sur ce que je suis en train de faire, alors que là, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour comme focusser juste là-dessus. Non, c'est formidable. On est vendu. Oui, je suis vendue, là. Avant que... Je le fais à moitié, moi aussi, un journal de lecture, c'est juste que c'est ça, je ne le fais pas pour chaque livre. Tu sais, je fais plus des pages globales, mettons. C'est très belle chose. Si vous êtes curieux, là, allez sur la chaîne. T'es encore Daphné sur ta chaîne? Ben, ils sont encore sur ma chaîne, mais ils sont disponibles toutes les vidéos de Bullet Journal, sauf que c'est ça, j'en fais plus. C'est une partie de ma vie qui continue d'exister. C'est juste que j'ai moins envie de la partager. J'ai plus envie de la garder pour moi. Peut-être que ça reviendra un jour, peut-être pas. J'en ai fait un petit peu sur TikTok aussi l'année dernière. Mais c'est beaucoup de travail faire des vidéos. Hein? Que j'essaie de garder ça plaisant. Je pas trop de pression. Puis, mais tu sais, de temps en temps, dans des vlogs, je montre des petits extraits de ce que je fais dans mon bullet journal ou dans mes vidéos de pile à lire, des différents challenges de saison et tout. Là, je me fais toujours des belles petites pages pour ça. Fait que je suis encore là-dedans. C'est juste que c'est pour moi. Mais c'est toujours disponible. Puis d'ailleurs, j'ai une de mes vidéos qui s'appelle « Comment faire le suivi de ses lectures dans son bullet journal » que j'ai faite il y a quand même plusieurs années, mais c'est toujours actuel. Là. Ceux qui cherchent, mettons, où commencer, comment commencer. C'est vraiment la base, mais ça peut donner des idées. Ben, merci beaucoup pour tout ça. Puis là, avant que je vous parle du mien, là, je ne sais pas c'est quoi, par contre, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Wave nous dit que son objet livresque, c'est les Book Nook. Oui. Ben là, si je ne me trompe pas, là, c'est les trucs là, que tu construis toi-même, là, qui sont des espèces de petites scènes comme pas larges et profondes, mais que tu comme de plusieurs scènes. Là, ça peut être une bibliothèque, ça peut être je sais pas moi, une serre ou quelque chose comme ça. Puis tu dois la construire. Là, fait que c'est miniature. Puis là, ben, tu utilises ça pour mettre entre tes livres ou comme appui-livre au bout ou entre, pour agrémenter ta bibliothèque. Je crois que c'est ça. Et ça me fait énormément envie. C'est tout à fait mon genre de truc. J'en ai pas encore.
J'ai pas ben de place, tu sais, fait que c'est ça le problème aussi que j'ai mettrais, tu sais. OK, bon. J'ai pas trop de place, mais ouais, j'aimerais bien s'en avoir. Oui, c'est le fun. Un petit aspect créatif. Wave confirme que c'est bien ça. Pour les incultes qui ne savaient pas. Et moi, ben là, je ne sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Moi, c'est plus dans le confort, mon objet. Donc, je vais vous montrer une image. Ça s'appelle le coussin de lecture. Ah oui! Ah oui! C'est, pour ceux qui sont en audio, c'est un genre de petit coussin triangulaire, bien rembourré, avec une petite ligne de plastique, puis un petit élastique pour que tu puisses mettre ton livre, puis que tu puisses mettre la petite ligne de plastique pour bien tenir ton livre serré pour pas que tu aies besoin d'y toucher. Tu sais. Tu as juste besoin de tourner la page. Malheureusement, on n'a pas le petit clic-clic pour les vrais livres. Donc, tu pourrais t'acheter une liseuse, mettre ta liseuse dessus, puis là, clic-clic, tu fais correct. C'est ça. Je suis pas rendue là. Mais moi, je suis avec des vrais livres, mais tu sais, des petits livres, des gros livres, ça fonctionne avec la possibilité d'ajustement de ces petits coussins de lecture-là. Ce n'est pas donné. C'est quand même, moi, tu sais, la première fois que j'ai regardé ça, je m'attendais à quelque chose comme à 25 $, puis c'est le double, tu sais, c'est 50 $. Donc, tu sais, c'est d'avoir est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous allez utiliser ou pas. Mais moi, pour vrai, depuis que j'ai ça, je l'utilise très, très fréquemment. Puis, ben, ça permet quand même de l'ajuster aussi plus haut, tu sais, de mettre une coupe de coussin en dessous, fait que tu l'as à hauteur des yeux. La posture qu'on disait tantôt, là. Mais oui, moi, c'est vraiment un des objets lecture livresques que j'aime le plus et que j'utilise très fréquemment dans ma vie. Il était sur ma liste de souhaits pour mon anniversaire. Je ne l'ai pas reçu, mais je vais t'envoyer parler à mon chum pour le convaincre. Pour l'année prochaine. Il reste Noël. Oui! T'as raison. Garde ta liste, recyclable pour Noël. Alors, les copains, ça fait déjà 1 heure qu'on se jase de livres. Merci à vous qui avez été avec nous, à ceux qui nous écouteront dans le futur. Merci aux panélistes qui ont été avec moi et à tous ceux qui ont été avec moi, qui sont passés sur le podcast en 2024. C'est la fin de 2024. Donc, la prochaine fois qu'on va se retrouver, ça va être en 2025, le 16 janvier, si vous voulez le mettre à votre agenda. Et au début 2025, il va se passer des choses pas mal de fun pour le podcast. Je peux pas encore en dire tant que ça, mais restez à l'affût parce que ça se pourrait que pour une fois, le podcast soit en vrai, quelque part au Québec. Donc, tu sais, c'est la nouvelle mode là, que les podcasts sortent du virtuel et s'assoient dans une salle pour le faire devant public. Eh bien, ça pourrait bien nous arriver prochainement. Donc, gardez ça à l'affût. Et sur ça, eh bien, on vous souhaite de bonnes lectures et on se dit à l'année prochaine. Bon temps des fêtes! Joyeux Noël! Bonne année!